logique-là, vérifier que les moyens financiers vont bien dans le financement des stratégies territoriales de développement dans les territoires ruraux. On a co-organisé avec le comité des régions une conférence où on a fait venir des Québécois qui l'avaient déjà mis en œuvre et où les Québécois sont venus nous dire c'est une excellente idée qui peut devenir une catastrophe si vous ne vous adossez pas sur des stratégies territoriales de développement co-construites avec les acteurs locaux, parce que si tous les acteurs n'ont pas compris comment ils pouvaient interagir dans ces logiques-là, à un moment ou à un autre, ça part ailleurs. Donc ça renforce ce dont on parlait sur l'approche programmative. Ensuite, la stratégie territoriale portée par un pays. Là, c'est obligatoire, les projets de territoire à l'échelle des PETR. Par contre, la loi NOTRe, on n'a pas dit que c'était obligatoire au niveau des communautés de communes. Il va falloir corriger ça. Parce que pour que les territoires puissent interagir, c'est par les stratégies qu'on interagit. Ce n'est pas par des sous. Ça, vous éteignez la lumière et c'est la bagarre. Hein. Et c'est dans des pratiques. Si d'un côté on dit qu'il faut un conseil de développement et de l'autre on dit la participation n'est pas indispensable, on a un problème. Et il faut descendre à l'échelle de la commune, à l'échelle du village, ces pratiques-là et décloisonner pour que les uns et les autres interagissent. Le sens d'un conseil de développement, c'est justement le décloisonnement aussi. Et le sens du conseil de développement avec la vision bretonne, c'est que ce soit un GAL, un groupe d'action local. C'est ça les éléments qui arrivent. Là, pour l'instant, on a fait un petit pas en arrière avec la loi sur les PETR. Donc voilà des éléments qui sont en place. Sur la réalité rurale, il me paraît, moi, fondamental de faire comprendre la valeur ajoutée des territoires ruraux si on veut booster l'interterritorialité. Donc ça, c'est le sens de ce qu'on disait. Au niveau de RED, quand on parle de ruralité, on sait très bien que pour les uns, c'est que de l'agriculture. Pour les autres, c'est tout à fait autre chose. Donc nous, on défend le principe de deux grandes ambitions européennes. Une sur une ambition de soutien aux agricultures, j'y mets bien un S, compte tenu de tous les challenges qui arrivent, et une deuxième ambition sur les territoires, le développement intégré des territoires, compte tenu de ce qui se dit, avec la nécessité de rapprocher les enjeux. Ça, c'est parce qu'on doit faire comprendre ce qu'est la notion de ruralité à l'échelle de l'Union européenne. En France, on peut aller plus vite que ça. Mais quand on est sur les sous, on voit bien les compétitions quand même, hein, quand on arrive dans les territoires. Donc il est important de repartir sur ces éléments-là, et je réinsisterai jamais assez sur le fait qu'il faut faire converger la totalité des dispositifs pour financer les objectifs de résultat. Ça aussi, c'est ce que l'Union européenne a mis sur table. Si on a eu ces orientations, c'est parce qu'on est quelques-uns à avoir fait des démonstrations sur l'efficacité budgétaire que ça pouvait avoir si on ne dérapait pas sur les ambitions de résultat. C'est bien ça qu'on demande, hein, les évaluations. Et alors l'évaluation, elle est maintenant complètement intégrée dans ces dispositifs aussi. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer à la table ronde suivante. Oui, je vous en prie. Oui, vous nous avez bien présenté ces facteurs d'interterritorialité, les alliances entre territoires, les contrats de réciprocité, la contractualisation, et puis l'ingénierie qui permet de fluidifier tout ça. Néanmoins, je reste sur ma faim quand je fais le lien entre vos présentations et le diagnostic de Michel Lusseau de ce matin. Puisque ce qu'on a à résoudre, il l'a dit, c'est une somme de fragmentation territoriale multiple, entre territoires, entre échelles. Et là-dessus, donc, je disais, je reste sur ma faim, je n'ai pas vu apparaître dans ce que vous avez présenté le double rôle, à mon avis, de la région. Région comme facteur d'articulation des activités, des compétences entre les différentes échelles, hein, métropole, ville moyenne, territoires ruraux. Et puis région comme facteur tout de même de cohésion du point de vue et d'aménagement du territoire d'ensemble, hein, puisque ce qu'il faut, c'est assurer un développement équilibré d'ensemble, comme facteur donc à travers deux grands schémas qui n'ont pas été évoqués, les fameux SRADET et les fameux SDREI. L'un permettant d'assurer toute la fonction d'aménagement du territoire, on appelle ça égalité des territoires, j'aime pas beaucoup le terme, et l'autre d'assurer le développement économique. Et j'aurais aimé que vous raccordiez vos interventions, aussi bien du point de vue de la gouvernance que du point de vue des compétences, au rôle de cette région stratège, articulatrice et fédératrice à travers ces deux schémas. Merci. Il y a Raymond Val qui veut
Non, oui, juste, je pense que Raymond Val voudrait... Oui, je remercie cette question. Je ne résiste pas au fait de pouvoir rajouter quelques précisions là-dessus. C'est vrai que moi, j'y vois un grand danger. Cette question est capitale, à mon sens. C'est-à-dire que on est passé... en fait, pour une fois, d'abord, même si on peut être contre ou pour, mais on sait qui fait quoi en France. Qui fait quoi? Ça a été souvent une question qu'on s'est posée en matière de compétences. Ça, c'est un premier point. Donc maintenant, on le sait. À tel point que j'ai assisté à une signature d'un pacte État métropolitain où le ministre et le préfet de la région concernée interdisaient aux départements de venir abonder ce fameux pacte et des contrats qui en découlent. Premier point. Deuxièmement, jusqu'à présent, en fonction des régions, on avait la contractualisation, par exemple, si on prend l'ancienne Midi-Pyrénées, 40 000 habitants. Au même titre que pour avoir une bourse leader, il fallait réunir 30 000 habitants, etc., etc. Et puis, on voit encore aujourd'hui des régions qui gardent ou qui ont détruit ce maillage pour contractualiser à l'échelle de la commune. Et là, ça devient grave, parce que j'ai assisté au congrès de la DCF, où on a vu, en pleine discussion, un représentant de département dire, mais écoutez, puisque les territoires ont des problèmes d'ingénierie, ben nous, départements, on va venir aider en ingénierie les territoires de pays. Mais moi, je me suis élevé contre cette décision, parce qu'on repart dans une inégalité territoriale en fonction de la potentialité des départements. Donc, il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. On a peur de ce problème, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant qu'on sait qui fait quoi, ben, que fait le département, que fait la région qui va avoir à gérer des fonds européens. Je crois que les régions doivent éclairer le débat. Moi, je remercie mon collègue d'avoir posé cette question, parce que c'est le fond du sujet. Sans compter qu'une partie des PETR sont bloqués lorsque les départements participent au financement et que d'autres pas. Parce que s'ils y participent, ils ne sont pas un syndicat mixte ouvert. Et évidemment, on comprend qu'avant de se priver de la participation d'un département, eh bien les anciens statuts de pays restent des pays et pas des PETR. Or, le PETR est le seul élément qui bénéficie d'un texte de loi, qui permet de faire de la mutualisation, qui permet de contractualiser, etc. Donc, on est à la croisée des chemins. Et moi, j'espère que les régions vont prendre position là-dessus. C'est un espoir, même si la perspective dont j'ai appris, qui se présente, nous fait encore avoir très peur là-dessus. Moi, je regrette, je ne sais pas si des pays de la région Rhône-Alpes sont là, mais à chaque conseil d'administration, on est effaré de savoir ce qui se passe. Et on ne peut pas garder une telle disparité sur le territoire national. Je suis désolé d'être intervenu, mais bon, c'est fait. Laurence Fortin. Et nous terminerons par cette réponse, parce que nous ne pouvons pas prendre de retard sur la table ronde suivante, mais vous pourrez discuter dans les couloirs à la fin de la réunion. Bon, Laurence Fortin. Effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que voilà, mais effectivement, c'est SRADET, ce fameux schéma régional que nous avons à écrire, coécrire, on va dire. En tout cas, c'est l'option que nous avons choisie en Bretagne. Là encore, il y a une hétérogénéité en termes de fonctionnement des régions de France. C'est-à-dire que les unes et les autres ont des modes opératoires qui n'ont rien à voir. Certains, on va dire, ont décidé d'en faire un schéma, on va dire qu'ils auraient presque écrit en chambre, alors que d'autres régions ont décidé réellement de co-construire ce schéma. Et donc, on ne va sans doute pas arriver aux mêmes choses. En tout cas, l'ambition ne sera pas la même. Pour nous, Région Bretagne, on est bien en phase encore de consultation, de construction de ce schéma. Et on va dire à la méthode bretonne. Et désolée de vous dire ça, mais c'est à la méthode bretonne, et ça veut dire qu'on reprend l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des élus de territoire, mais bien sûr avec les pays qu'on va travailler cette stratégie, avec l'État, bien sûr, avec tout le monde sur le territoire, qu'on va se mobiliser pour écrire ce schéma ensemble. Donc, c'est bien avec ce travail collectif qu'on a l'ambition de répondre à, bien sûr, cette ambition légale, mais pas seulement ça. Notre ambition, nous, c'est de porter le projet Bretagne horizon 15-20 ans. Donc, on est bien dans cette stratégie-là. Notre ambition, c'est vraiment de construire le projet de développement de la Bretagne des années à venir, et toujours en partenariat avec les uns et les autres. Et je ne l'ai pas évoqué, mais on a lancé avec l'État, la Caisse dépôt et consignation et l'établissement public foncier un appel à candidature sur les centralités. Donc c'est bien quelque chose qui est
pour nous très nouveau, très différenciant, considérant que dans les centres-villes, les centres-bourgs, il y a en tout cas des difficultés et qui peuvent être, qui nécessitent une approche globale encore. Et on vient d'avoir juste les réponses, là, elles arrivent sur les territoires, sur les candidats retenus, mais l'idée, c'est d'inciter, on va dire, les territoires à répondre de manière globale à des problématiques. Et c'est bien ça l'enjeu pour nous de développement de la Bretagne, mais bien sûr de la France et des territoires, selon leurs difficultés, selon leurs ambitions, selon leurs atouts. Ils vont construire collectivement, acteurs publics, acteurs privés, l'ensemble des partenaires qui peuvent se mettre autour de la table, construire leurs projets, et c'est ça qui fera qu'on réussira à y mettre de l'équilibre et autres, sachant que tout à l'heure j'ai quand même évoqué, c'était pour répondre à monsieur, la péréquation entre les territoires, parce que ça aussi il faut reconnaître qu'il y a des différences entre les territoires, et que nous-mêmes à l'échelle de nos contrats, on met aussi des axes rééquilibrage. Ça veut dire qu'un territoire peut considérer qu'à l'échelle d'un pays, il y a un endroit, une poche qui est plus en difficulté, et donc elle va être particulièrement accompagné pour justement essayer de rééquilibrer, aider à son développement et que tout ça se crée quelque chose de fructueux. Gérard Peltre veut intervenir en 5 secondes. Mais très rapidement, ça c'est sûr. Il y a de plus en plus de pays à l'échelle de l'Union européenne qui partent du principe qu'ils doivent cofinancer leur politique territoriale à 50% avec des crédits européens. Ayons une ambition du même type. Ça va permettre aussi d'éclairer beaucoup les choses et ça va renvoyer vers la nécessité des stratégies territoriales de développement qui produisent des ressources budgétaires pour cofinancer les programmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, allez faire un tour dans les accords de partenariat. Je vous ai dit tout un ensemble de choses qui semblent avoir passé au-dessus de la tête. Les relations avec l'Europe, en ce moment, se sont faites par le biais d'accords de partenariat dans tous les États membres. C'est imparfait, mais allez rentrer dedans et vous allez y voir des objectifs de résultats qui sont aussi éclairants sur les pratiques et qui vont permettre aussi qui devraient permettre de favoriser l'intégration de tous les dispositifs au service du financement des territoires. Il faut sortir des approches cloisonnées. Et ça nécessite de l'ingénierie qu'on peut cofinancer. Je dois dire qu'en tant que géographe et habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je souscris à 100% à ce qu'a dit Raymond Vall. Et on sent bien qu'aujourd'hui, nous avons besoin de régions à la hauteur. C'est-à-dire de régions à la fois outillées pour comprendre ce que doit être un SRADET, y compris dans ses aspects de cohésion, et je veux dire de régions non dévoyées dans leurs objectifs de politique territoriale par rapport à un agenda local ou national ou personnel. Parce que lorsque la région devient dévoyée, c'est l'ensemble de la politique territoriale qui souffre. Je le dis, pardonnez-moi de sortir peut-être du devoir de réserve, parce que je le constate tous les jours, hein, et c'est quelque chose qui est très préoccupant. Si nous avons installé des régions qui ne sont pas capables d'être à la hauteur des défis des politiques territoriales, alors mieux valait ne rien faire. Madame, s'il vous plaît, en 30 secondes. Dominique Doré, je suis coprésidente d'une structure peu connue, mais qui est plus connue pour un de ses bébés qui s'appelle Terre de Liens. Ma question est simple. Vous avez appelé de vos voeux le terrain, monsieur et madame Michu. Je n'ai pas du tout entendu le terme de villes en transition, de territoires en transition, qui souvent partent de la base et je n'ai pas entendu le mot. Je pense que c'était un peu dans l'arrière-plan de tous les discours. On l'a dit, évidemment, les questions de transition aujourd'hui sont des questions fondamentales. D'ailleurs, de temps à autre, je serais partant pour qu'on n'abuse point trop quand même de la notion de transition, parce qu'on fait tellement de transition qu'on finit par plus trop savoir d'où on part et surtout où on veut aller. Donc, ce qui est important, c'est qu'on considère bien que tout le monde reconnaît que les fonctionnements territoriaux doivent évoluer en fonction de nouvelles contraintes, et en particulier les contraintes environnementales, mais aussi les contraintes de globalisation, les contraintes de passage au numérique, de nouvelles conditions de production de la valeur ajoutée, etc. Ça, incontestablement, je pense que c'est présent à l'esprit de tout le monde, en tout cas de tous les intervenants ici. Permettez-moi de le postuler, puisque nous avons déjà 4 minutes de retard et qu'il faut que nous passions à la table ronde suivante. Le travail que l'on va conduire dans beaucoup de régions, c'est les conseils économiques et les conseils de développement pour élaborer le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
va permettre d'aborder la question de toutes les transitions dans ces territoires, parce que le schéma aura vocation après à avoir un caractère prescriptif, et donc s'imposer aux citoyens, autant l'élaborer dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup à nos 3 invités de cette table ronde. Et sans transition, pour le coup, nous passons à la table ronde suivante sur la question délicate des financements. Voilà, nous en avons déjà un peu parlé. Donc, j'appelle Christophe Fautré, qui est directeur du développement rural et de la pêche à l'ASP, Jean-Yves Haussaire, qui est directeur général adjoint du réseau Banque de France, Jacques Pélissard, qu'on ne présente plus, président de l'agence France Locale, et Élise Aval, qui dirige le département appui au territoire de la Caisse des dépôts. Vous êtes Christophe Fautré, c'est ça. Je vais commencer par vous, peut-être. Ouais. Bien, dans cette table ronde, nous allons essayer d'évoquer la question de l'ingénierie financière que les territoires doivent mobiliser. Alors, par ingénierie financière, d'ailleurs, ayons une conception large, hein, c'est-à-dire quelque chose qui permet aux territoires d'identifier les procédures, les ressources et les moyens dont ils peuvent ou pourraient ou devraient disposer pour mener à bien leur stratégie territoriale dont nous venons de rappeler à quel point elles sont indispensables à toute politique et tout financement. Donc, nous n'allons pas parler banque et finances, mais véritablement accompagnement des collectivités dans la définition des besoins liés aux stratégies. Je crois que c'est très important et je vais donc demander à chaque intervenant, comme dans les autres tables rondes, d'abord de préciser un peu le type d'action menée par la structure que chaque intervenant représente et ensuite nous ferons un deuxième tour de table pour identifier les points de difficulté ou les questions ouvertes qui peuvent exister. Alors Christophe Fautré, vous êtes directeur de développement rural et de la pêche à l'ASP. Quel est votre corps de doctrine, si je puis dire, à votre position par rapport à ces questions de financement des besoins des territoires ? Alors, je représente l'Agence de services et de paiement, qui est un établissement public créé en 2009, qui résulte de la fusion d'un certain nombre d'offices et d'organismes qui existaient, dont le CNASEA, que vous connaissez, dont vous vous souvenez sans doute. Notre cœur de métier, c'est le paiement d'aides de masse et la réalisation de contrôles administratifs ou de contrôles sur place. À ce titre, nous intervenons évidemment pour le compte du ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC au sens large, mais aussi pour le compte d'autres ministères, ministère de l'écologie, ministère de l'emploi, et avec les régions, avec le transfert d'autorité de gestion, mais aussi sur le financement de la formation professionnelle. Nous sommes, par rapport à la réglementation européenne, agréés comme organisme payeur des aides de la PAC. Et les aides de la PAC, pour mettre en contexte les débats qui nous préoccupent, c'est de l'ordre de 9 milliards d'euros par an, en moyenne, dont un peu plus de 8 milliards sont des aides, je dirais, de complément de revenus, ou des aides annuelles versées aux agriculteurs, et un peu plus de 700 millions d'euros des aides au développement rural, au sens le plus large, tel que vous pouvez le concevoir. Et à ce titre, pour mettre en œuvre ces aides, financer ces aides, décidées par les uns et les autres, des collectivités, des régions, ou bien vous dans l'EGaL, nous sommes mandatés pour mettre en place un certain nombre d'outils, un système d'information qui permet de mettre à disposition des services instructeurs des applicatifs web qui leur permettent d'instruire et de prendre les décisions juridiques qui leur reviennent. Ça permet aussi à l'État membre de rendre compte à l'Union européenne de l'utilisation des crédits européens. Voilà notre cœur de métier. Et puis je serai naturellement tout à fait disposé à entrer un peu plus dans le vif du sujet sur les volets très opérationnels de cet exercice. Alors, tournons-nous vers la Banque de France. Jean-Yves Haussaire, comment assurez-vous la présence
des services de la Banque de France, indépendamment de leur présence géographique dans les territoires, auprès des territoires, au service de leurs projets, justement. Merci. Nous sommes effectivement une grande institution européenne en charge de missions de conduite de la politique monétaire, de la stabilité financière avec les autres banques centrales de l'Europe. Mais nous sommes aussi fondamentalement une entreprise qui a les pieds dans le territoire, puisque vous le savez bien, dans la diversité des territoires dont vous venez, que nous sommes présents dans chaque département. C'est un choix historique de la Banque de France et constamment réaffirmé autour de l'ancrage de nos missions, que l'on appelle aujourd'hui de services à l'économie dans chacun des départements du pays. Alors ces services, ils sont tournés vers les entreprises, vers les particuliers, vers les filières professionnelles, vers les services déconcentrés de l'État, vers les collectivités locales. Et ils sont fondés autour d'une expertise que nous avons et de données que nous avons, puisque nous sommes les seuls à le faire, puisque nous collectons des informations extrêmement détaillées sur la situation de toutes les entreprises. Et nous rendons un certain nombre de services en nous orientant d'ailleurs aujourd'hui un peu plus largement vers les toutes petites entreprises, puisqu'il y a dans chaque département à la Banque de France un service d'aide et d'accueil auprès des TPE. Nous avons aussi, de par la loi, des responsabilités vis-à-vis des familles qui connaissent ou des populations les plus en difficulté, puisque nous gérons les procédures de désendettement des particuliers ou la situation des particuliers qui sont fichés par la Banque de France. Cette expertise et ces données, nous les mettons au service d'un certain nombre de partenaires publics, dans des conditions qu'on pourra un peu développer plus tard et qui d'ailleurs vont être repris dans le cadre d'une convention que nous allons conclure un petit peu plus tard dans l'après-midi avec l'association nationale des pôles territoriaux et des pays. Merci beaucoup. Alors Jacques Pélissard, même question que les autres personnes, même si évidemment votre expertise et votre expérience vous pousse sans doute à avoir une vision très large des problématiques qui nous occupent, mais restons pour l'instant au cas du financement et de ce que vous pouvez nous en dire. Eh bien, dans les années 2008, il y a eu des gros problèmes de financement des collectivités. Les collectivités ne trouvaient plus à emprunter. Et nous avons eu l'idée à l'époque de lancer une agence de financement des investissements des collectivités locales, agence publique, donc en dehors du circuit bancaire, et avec, époque, Michel Destot, maire de Grenoble à ce moment-là, avec Gérard Collomb, maire de Lyon, et moi-même, époque président de l'Association des maires de France, on a porté vis-à-vis de tous les gouvernements ce projet de créer une agence de financement public gérée par les collectivités, pour les collectivités, et financée par les collectivités. On a mis du temps. On a rencontré plusieurs gouvernements successifs, plusieurs présidents de la République successifs. Et finalement, après une longue quête et un long portage de nos convictions, on est arrivé à nos fins par la loi de juillet 2013. Puis ensuite, ça a été les contrôles par l'agence de contrôle prudentiel et de régulation. Ça a été une série d'études qui ont permis de mettre en place, donc en 2015, de façon opérationnelle, l'agence Sens Local. Donc c'était une opération intéressante qui permet de diriger l'ensemble des collectivités françaises, collectivités territoriales, régions, départements, communes, dans un dispositif de solidarité. Autrefois, quand je dis autrefois, ça a été avant la création. Seules les grosses régions, seules les grosses métropoles pouvaient faire appel au marché obligataire et trouver donc des prêts directs. Avec ce dispositif, toutes les communes qui adhèrent à l'agence France Locale peuvent effectivement être bénéficiaires de cet appel de fonds sur le marché obligataire mondial. Première chose. Deuxième chose, c'est une démarche également d'égalité ou d'équité de traitement. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille démographique d'une commune, d'une ville, d'un département, quelle que soit sa taille démographique, eh bien, il y a égalité de traitement à risque comparable, quelle que soit donc la population de la collectivité emprunteuse. Aujourd'hui, eh bien, on regroupe 226 collectivités territoriales,
nous avons 145 millions d'euros de fonds propres et on a déjà un encours global de 1,3 milliard d'euros. Donc ça prouve que le démarrage s'est fait dans de bonnes conditions. Avec, et ça c'est très peu connu encore, parmi nos actionnaires, 30% d'actionnaires qui sont des collectivités rurales. Et je crois que c'est important parce qu'on n'a pas mis de seuil. On a une égalité de traitement, je vous dis, à risque égal entre les grosses communes et les petites. Il y en a des très grosses. On regroupe par exemple 10 des 15 métropoles initiales. Maintenant, il y a plus de métropoles, mais la montée en charge se poursuit. On regroupe des régions, une région, Pays de la Loire, des départements. Je vais signer prochainement avec la Saône-et-Loire. La Seine-Saint-Denis vient de délibérer pour nous rejoindre. Donc bref, il y a un dispositif extrêmement intéressant qui monte en puissance et qui permet cette étape ultime, si je puis dire, de la décentralisation, c'est que sur le plan administratif, juridique, constitutionnel, on a eu des progrès intéressants depuis des années. Mais là, sur le plan financier, on a aussi cette démarche de décentralisation aboutie au niveau des budgets des collectivités territoriales. Je ne résiste pas, par curiosité personnelle, avant de passer la parole à la Caisse des dépôts, à vous poser la question, peut-être un peu décalée par rapport à notre propos, de savoir quels ont été les principaux freins, ou en tout cas ce qui a rendu si lent le processus de constitution de l'agence. Deux choses. Vous n'y voyez pas malice. Non, non, pas du tout. Deux choses. Il a d'abord fallu mettre en place des études que l'association initiale que nous avions constituée a financé, d'études donc pour montrer la validité du schéma, du modèle, avec une société territoriale composée uniquement d'élus qui donne le cap, puis une société financière composée de professionnels qui gèrent donc la question des prêts donc à telle et telle collectivité locale. Donc il a fallu bien caler le dispositif et surtout le modèle intéressant, mais décalqué, si je puis dire, par rapport à un modèle européen qui existe déjà depuis des décennies, qui est un modèle le modèle suédois. Première chose. Puis deuxième chose, puisque vous m'interrogez directement, et je n'ai pas la langue de bois, certains d'entre vous dans la salle le savent, mais il y a une réticence forte, on en parlait à l'instant, de l'administration de Bercy du budget. Et on avait un blocage extrêmement important de l'administration qui souvent influençait ses ministres pour dire non, les élus locaux ne sont pas raisonnables, ne sont pas responsables, ils ne vont pas gérer de façon efficace comme nous l'État. Et d'ailleurs, il y a une formule qui courait dans les couloirs de Bercy, disant Destau, Collomb et Pélissard voulaient créer une banque. Ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Ah. Merci beaucoup. Élisa Val, donc vous dirigez le département appui au territoire de la Caisse des dépôts. Alors en France, on a l'habitude, dès qu'on parle territoire, de se dire que la Caisse des dépôts n'est pas forcément très loin de la discussion et du débat, mais peut-être pouvez-vous préciser ce qu'il en est de cet appui au territoire que la Caisse souhaite développer dans le contexte évidemment changeant qui est celui des nouvelles lois territoriales. D'abord, je voulais remercier l'ANPP pour son invitation et excuser Marc Abadi qui devait intervenir aujourd'hui et qui a eu un empêchement, m'a demandé de le représenter. La Caisse des dépôts, comme vous le savez, c'est un établissement public qui accompagne les politiques publiques de l'État et des collectivités locales. Pour simplifier, on accompagne le développement économique du pays et notamment les 4 grandes transitions qui le traversent. La transition numérique, la transition écologique et énergétique, la transition démographique et la transition territoriale. Pour cela, nous développons des outils financiers. C'est surtout sur ce secteur-là que vous nous connaissez, puisque nous avons des prêts à très long terme, entre 20 et 40 ans, à destination des collectivités locales, mais également des capacités d'investissement en fonds propres dans les projets des collectivités locales. Et ces derniers temps, nous sommes revenus sur le sujet de l'ingénierie territoriale, puisque nous avons également développé des offres pour vous accompagner dans cette phase amont qui permet d'aller vers un investissement. Comment ça se passe très concrètement? Nous avons des experts que nous pouvons mobiliser au siège ou en territoire, qui peuvent venir chez vous, travailler avec vous, vous aider à concevoir vos stratégies territoriales, ou nous pouvons, dès lors que vous avez déjà votre batterie d'acteurs bien structurée sur le territoire, cofinancer des études à 50% ou à 100% pour vous aider à passer de l'idée au projet.
Merci beaucoup. Alors, reprenons cette fois-ci le tour de table en étant peut-être plus précis sur le développement des outils opérationnels et éventuellement un certain nombre de difficultés qui peuvent exister. Christophe Fautré, où en êtes-vous justement de ces développements, en particulier d'Osiris? Où en êtes-vous par rapport également au programme Leader? Je ne suis pas venu pour rien, je vois. On m'a dit qu'il fallait y aller franco. Donc, en tout cas, nous sommes là pour discuter, puisque nous sommes à cette première journée et il faut que chacun reparte avec des éléments d'information. Il y a incontestablement des attentes qui sont confirmées par les réactions de la salle. Où en êtes-vous et quels sont les points de difficulté qui existent encore et les éléments de réussite qui prouvent qu'un certain nombre d'étapes importantes auraient été passées? Alors, quelques éléments chiffrés, et puis on verra de façon plus précise encore les éléments opérationnels dans la foulée. Pour mettre en œuvre l'ensemble de la programmation du FEADER et des aides régionalisées, nous avons recensé avec les régions de l'ordre de 1600 applicatifs web à développer. Sur ces 1600 applicatifs web, à peu près 600 concernent Leader, uniquement Leader. Nous en avons fabriqué, ou sont en cours de test, et donc seront opérationnels prochainement, 950 outils déjà. Et si je fais un petit zoom arrière, je peux vous confirmer que fin 2015, nous avions fabriqué 500 outils simplifiés pour permettre uniquement des engagements, selon des priorités qui avaient été énoncées par les régions. Et en 2016, nous avons eu effectivement de nombreuses demandes des régions d'instrumentation que nous n'avons pas pu satisfaire instantanément. Et nous avons eu un stock qui n'a été résorbé qu'en fin d'année 2016. Depuis le début de l'année 2017, nous sommes dans un processus de fabrication qui est plutôt en flux tendu, le stock est résorbé. Sur ces outils qui sont fabriqués, il en est un certain nombre, ceux qui couvrent les mesures des GAL et qui visent à couvrir les projets des stratégies locales. Sur cet ensemble-là, 250 outils sont fabriqués. Ils ont été fabriqués au cours du premier semestre et ils sont opérationnels. Et je sais qu'actuellement, les régions, avec les équipes dans l'égal, procèdent à des mises au point, des formations, une appropriation de ces outils pour qu'ils puissent être utilisés. J'ai eu l'occasion pendant le déjeuner d'avoir quelques échanges avec quelques collègues qui me l'ont confirmé. Aujourd'hui, je répète, nous n'avons pas de stock et nous pouvons répondre à la demande en fonction de celle qui nous arrive de la part des régions. Je voudrais insister sur un point. Nous avons pu réussir ce challenge de fabrication assez rapide d'un nombre important d'outils leaders parce que nous avons réussi avec les régions à nous mettre d'accord sur une forme de mutualisation. Mutualisation qui n'existe pas dans les autres dispositifs régionaux puisqu'ils sont, je dirais, en fonction des PDR, naturellement, ils présentent leur propre diversité entre régions. Tout cela partant du principe que la diversité des stratégies elle est plus entre GAL qu'entre PDR. Ce qui nous a permis de mettre au point un outil et de fabriquer à peu près le même pour tous les GAL. Nous sommes en train de reproduire la même démarche pour la sous-mesure 19.3, qui est celle qui couvre les mesures de coopération. Ce dispositif-là est en cours de test. Donc, le premier outil est fabriqué, il est en cours de test en PACA et en Île-de-France, je crois, et je pense que dès la fin de l'année, si ces tests sont concluants, nous pourrons commencer la fabrication des outils de la sous-mesure 19.3, selon le même principe que celui qui a prévalu sur la 19.2. En métropole, tous les PDR, puisque la réforme territoriale étant passée par là, certains régions sont dotés de plusieurs PDR, tous les PDR sont dotés de des outils de la sous-mesure 19.2. Il reste que quelques outils à fabriquer ici ou là. Dans les DOM, on est en phase de démarrage. Et quelques régions en nombre limité
ont pris la stratégie d'adopter des outils spécifiques qu'ils déploient eux-mêmes, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes et en partie Bretagne et marginalement PACA. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'état d'avancement de l'instrumentation des outils leaders et en particulier des sous-mesures 19.2 et 19.3 qui intéressent en premier rang légal. Voilà, des éléments de réponse précis. Il y aura sans doute d'autres questions. Pour la Banque de France, quel est l'intérêt ou la nécessité ou l'impératif de se rapprocher avec les pôles territoriaux, de signer une convention avec l'ANPP? Comment avez-vous aussi établi votre propre schéma stratégique et votre propre vision des objectifs qui vous paraissaient les plus impérieux en matière de coopération avec les collectivités? Alors, il n'y a ni nécessité ni impératif. Je distinguais notre posture qui est celle de l'influence de celle qui est de l'expertise. En tant que banque centrale, en charge de la politique monétaire, nous sommes bien évidemment préoccupés par la maîtrise de la dépense publique et son efficacité. Voilà, ça c'est une posture générale d'influence. Et à partir de là, que pouvons-nous faire? La première chose, c'est que nous n'avons pas de responsabilité de gestion. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre métier, notre statut nous l'interdit même. Nous n'avons pas vocation à financer directement des projets de collectivités locales, par exemple. En revanche, de par un certain nombre de métiers que nous exerçons, nous avons des données et des capacités d'analyse de ces données extrêmement riches et uniques en France. Parce que, par exemple, la loi nous a confié la gestion du désendettement des ménages en difficulté. Nous avons une capacité de diagnostic territorial sur la situation de ces ménages. Parce que, par exemple, nous évaluons la structure et la santé financière du plus grand nombre et des plus importantes entreprises françaises, nous avons une capacité d'analyse et de diagnostic des territoires et ou des filières économiques fondées sur l'utilisation de ces données. Et donc, dans notre champ d'expertise, nous proposons et nous travaillons en partenariat. Alors, le format, et nous sommes extrêmement flexibles, nous avons beaucoup de conventions avec des régions, avec des départements, et ça peut être avec des sous-ensembles, des structures de taille extrêmement variables, et nous proposons des services d'aide au diagnostic, à la compréhension de l'économie des territoires, de leur cycle d'activité, de leurs forces et de leurs faiblesses dans nos domaines, et en particulier dans tout ce qui va être autour de la situation des ménages et de la situation financière des entreprises, mais uniquement dans nos domaines. Un de nos principes de fonctionnement, c'est que chacun soit bon dans son domaine, s'occupe de son domaine, ne cherche pas à faire à la place de l'autre ce qu'il pourrait avoir à faire. Et d'où l'intérêt, effectivement, de mieux connaître la Banque de France. C'est le sens aussi d'un contrat de service public que nous avons depuis un certain nombre d'années avec l'État, mais qui est peu connu et qui fixe le cadre de nos interventions autour de ces œuvres de diagnostic, ces produits de diagnostic. Donc nous sommes présents dans chaque département et nous travaillons à améliorer notre visibilité, à améliorer notre offre de services, mais aussi à améliorer notre performance, ce qui puisse expliquer que nous investissons plus sur nos missions que sur nos structures. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être plus présent, mieux présent et moins coûteux. Voilà, d'où les rumeurs parfois dont vous pouvez entendre parler, la Banque de France se retire, elle ferme. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes toujours aussi présents, de plus en plus efficaces, mais beaucoup plus centrés sur nos missions. Et c'est comme cela que nous travaillons avec des partenariats et dans la mise en œuvre. Et c'est ce qui va être tracé tout à l'heure, enfin c'est ce qui est tracé dans le projet de convention que nous allons conclure avec la NPP, dans la mise en œuvre. Et bien c'est un contact de proximité, parce que nous sommes fondamentalement une institution de proximité. Et il n'y a pas un département, vous n'ayez pas des équipes de la Banque de France à votre disposition. Diriez-vous que les capacités d'analyse et d'expertise de la Banque de France sont aujourd'hui globalement sous-utilisées ou simplement
que certaines familles de collectivités ou de groupements territoriaux ou d'établissements publics sous-utilisent encore ces capacités d'expertise, alors que d'autres ont l'habitude d'aller travailler régulièrement avec vos équipes? Je dirais diversement utilisé, Monsieur le Président. Vous êtes de l'Occitanie. Nous avons en Occitanie des partenariats extrêmement étroits avec beaucoup de collectivités. Ces partenariats ne sont pas autant développés sur toutes les parties du territoire. Et donc, d'où le fait que nous travaillons à cette visibilité. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir associés à cette manifestation, parce que c'est l'occasion pour vous de vous dire, mais finalement, ces gens de la Banque de France, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous à Francfort? Qu'est-ce qu'ils font encore ici? Nous avons un vrai sujet, un véritable enjeu de compréhension et de raccordement de la macroéconomie, parce que c'est quand même plutôt un sujet de banque centrale, la macroéconomie, avec la réalité de la microéconomie. Et la microéconomie, c'est celle qui se vit au plus proche des territoires. Donc ce ne sont pas des services sous-utilisés, mais ce sont des services diversement utilisés avec des partenariats qui sont en évolution constante et que nous travaillons dans un service d'ouverture. Une autre question, puisque profitons-en, vous êtes là. Sont-ce plutôt les données sur les entreprises et les filières qui sont les plus souvent mobilisées ou y a-t-il mobilisation à parts égales des données tout à fait passionnantes sur l'endettement des ménages, ce qui montrerait un autre type d'analyse aussi des territoires et de leurs besoins? Alors, celles qui sont le plus utilisées dans le cadre, je dirais, d'études un peu faites sur mesure, ce sont les données sur les entreprises. Les données sur les particuliers que nous collectons dans le cadre des commissions départementales de surendettement sont extrêmement riches, mais actuellement, on n'en assure qu'une production à l'échelon départemental parce que c'est le socle législatif de notre action. La commission, elle est départementale. Mais rien ne nous interdit d'avoir une analyse beaucoup plus fine. Ça, c'est à regarder au cas par cas. Oui, là c'est une question d'universitaire un peu, pardonnez-moi, mais c'est aussi parce que on peut penser, pour avoir vu certaines de ces données, que nous avons là des outils tout à fait extraordinaires d'appréciation qualitative de situations sociales, éventuellement à des échelles que l'on n'a pas l'habitude de travailler. Et que on peut estimer, là, en géographe, que apprécier qualitativement l'état d'un territoire, en particulier son état social, c'est un préalable indispensable à toute réflexion stratégique et toute réflexion de projet. Donc c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Vous ne démentez pas cet intérêt. Est-ce que vous pouvez, Elisa Val, côté Caisse des dépôts, préciser un peu peut-être la nature de l'accompagnement en ingénierie, justement, parce qu'on sent bien que cette question de l'ingénierie est une question importante. Alors on y met beaucoup de choses sous ce mot d'ingénierie, souvent des choses d'ailleurs assez hétérogènes, mais on sent bien que souvent certains EPCI de plus petite taille ou certains pays ou certains pôles disent, par rapport aux grandes métropoles, nous sommes désavantagés. Tout à l'heure, le pays de Bray disait que certains EPCI prenaient un peu de haut, peut-être, certaines revendications de cette fameuse boutonnière célèbre, effectivement, pour tous les géographes, en tout cas francophones. Comment essayez-vous d'appréhender ce déficit et quel type de prestations mettez-vous en face ? Alors, très concrètement, les prestations que l'on met en face sont de 3 ordres. Déjà, informer l'ensemble des territoires sur les politiques publiques et toutes les opportunités qu'ils peuvent trouver dans ces politiques publiques. Ça, on le fait via un journal d'information gratuit qui s'appelle Localtis, qui sort une édition quotidienne et hebdomadaire et qui décrypte les politiques publiques, qui rassemble les appels à projets auxquels vous pouvez candidater. Donc c'est déjà un premier moyen pour tirer parti de l'ensemble des dispositifs qui existent. Deuxièmement, ce sont des appuis méthodologiques. Nous avons un service qui s'appelle Territoire Conseil, qui est né sous le nom de Mairie Conseil il y a 25 ans, et qui s'occupe plus particulièrement des intercommunalités sans limite de seuil, des PI et PETR, des communes nouvelles et des communes de moins de 10 000 habitants. C'est un service gratuit qui s'occupe à la fois de recenser toutes les bonnes pratiques
qui crée une base d'expérience, qui vous permet d'entrer en contact entre porteurs de projets pour valoriser les expériences remarquables des territoires, qui vous permet également d'assister à des téléconférences sur les sujets du moment, les sujets juridiques, les sujets financiers qui vous préoccupent, qui vous offre un service de renseignement juridique et financier gratuit par téléphone ou par mail, 5 jours sur 7, de 9h à 19h, avec des juristes qui vous répondent sur tous les sujets qui vous préoccupent, et qui également peut mobiliser des experts qui viennent chez vous, travailler avec vous, pour élaborer vos stratégies territoriales sur des sujets aussi vastes que le développement touristique, le développement numérique, la transition énergétique, mais également toutes les évolutions institutionnelles que l'on a connues ces derniers mois, puisqu'on a développé des accompagnements pour créer une commune nouvelle, pour fusionner des intercommunalités, pour élaborer un projet de territoire. Et en ce moment, on développe des accompagnements pour transférer la compétence GEMAPI, par exemple. Tout ça, toutes ces évolutions, toutes ces prestations, on les cale sur vos besoins en fonction des questions que vous nous posez, notamment dans notre service de renseignement téléphonique. Troisième modalité, c'est l'ingénierie de projet que l'on peut financer. Celle-ci, vous y avez accès via notre réseau des directions régionales de la Caisse des dépôts, puisque vous savez que nous avons un réseau présent sur tout le territoire. Alors c'est un petit réseau, 800 personnes. C'est sûr que par rapport aux 36 000 collectivités, c'est un réseau de petite taille. C'est pour ça que nous avons besoin de partenaires comme la NPP, comme la DCF, comme l'UNADEL ici présent, pour diffuser l'information sur nos offres. Mais c'est un réseau qui est à votre disposition. Et en frappant aux portes des directions régionales, vous pouvez avoir accès à ces financements sur l'ingénierie qui, très concrètement, sont des cofinancements d'études. Mais se faire cofinancer une étude à 50%, voire à 100% quand la collectivité est en difficulté, c'est quand même intéressant. Voilà. Et évidemment, pour donner accès à ces offres au plus grand nombre, parce que 16 implantations régionales et 35 implantations réparties sur tout le territoire, ça fait que vous êtes parfois éloigné de ces centres de décision. Nous avons créé une plateforme numérique des territoires qui vous est dédiée aux élus, aux techniciens. Vous trouvez toutes ces informations sur caisse-des-dépôts-des-territoires.fr et vous retrouvez l'ensemble des prestations que je vous ai décrites, que ce soit de l'information, des appuis méthodologiques, des cofinancements d'études et évidemment nos financements plus traditionnels en prêt et en fonds propres. Jacques Pélissard, certaines communes ou certains EPCI ou certains pôles pourraient penser que le recours au service de l'agence France Locale n'est pas pour eux, c'est-à-dire que c'est effectivement réservé plutôt aux grosses métropoles ou aux EPCI dotés de larges projets, etc. Comment procédez-vous justement pour essayer de convaincre tout le monde de participer à cette structure assez innovante par rapport au schéma français? Et y a-t-il encore des groupements ou des collectivités non éligibles à votre concours? Merci. Effectivement, il y a deux questions distinctes. La première, c'est qui peut accéder au service de l'agence France Locale? Eh bien, toutes les collectivités territoriales. Il n'y a pas de condition de seuil de population, il n'y a pas de condition, il n'y a plus de condition d'apport minimal. À un moment, il y a une condition à 3 000 € d'apport minimal, donc on a fait sauter tout ça. Aujourd'hui, il y a une grosse collectivité, une région, des départements, et puis la plus petite des communes à 56 habitants. Bon. Elle est aussi détentrice d'une partie du capital social, l'agence France Locale, qui lui permet d'avoir accès aux prêts. Donc tout le monde a accès. Ici, il y a M. Olivier Landel, directeur général de l'agence France Locale, Société territoriale, M. Lehaut, Stéphane Lehaut, qui est directeur du développement, sont à votre disposition pour vous donner tous les éléments sur la possibilité pour l'agence France Locale de vous prêter dans des conditions optimales. Première chose. Deuxième chose, on ne prête pas encore à toutes les structures. Pour la raison suivante, c'est que quand la loi a été votée en 2013 sur la pression que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi réservait la possibilité aux communes, départements, régions d'être les emprunteurs. Pourquoi? C'est parce que les communes, départements, régions, EPCI aussi bien sûr, lèvent l'impôt et que l'impôt est une garantie de solvabilité. Nous n'avons pas de garantie de l'État. Nous n'avons jamais demandé de garantie de l'État. Par contre, chaque commune est bien sûr responsable. En deuxième rang,
l'établissement que constitue l'agence France locale est aussi bien sûr responsable. Puis en troisième rang, s'il y avait un tsunami financier, les collectivités seraient effectivement mises à contribution. Donc on veut absolument que chaque collectivité ait une source directe de financement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous ne finançons pas les hôpitaux, parce que les hôpitaux n'ont pas de source directe de financement. Nous ne finançons pas les syndicats. On est en train de réfléchir à un dispositif permettant, avec l'implication des communes, de rendre peut-être un jour éligibles les syndicats. C'est en devenir. Et troisième point que je t'ai abordé, on est à disposition de l'agence France locale, les techniciens, les professionnels du secteur bancaire sont à disposition de l'ensemble des collectivités pour financer leurs projets. C'est la raison pour laquelle on a une convention avec l'Association des maires ruraux de France. J'ai signé tout à l'heure avec Raymond Val une convention avec l'Association nationale des pôles d'équipes territoriaux et des pays pour être informés des projets et pour que les techniciens, les banquiers de l'agence France locale puissent les rencontrer pour le cas échéant, s'ils le souhaitent, financer le projet. Je crois que c'est ainsi, avec cette articulation avec les territoires, c'est ce respect de la double règle de solidarité et d'équité entre l'ensemble des territoires, l'ensemble des structures, communes, départements, quelle que soit leur population, je le redis encore, qu'on arrive, à mon sens, une approche intelligente des situations permettant de financer des projets décidés par les collectivités, sans qu'il y ait à mettre en œuvre une ingénierie financière. Nos produits sont des produits simples, il n'y a pas de produits structurés, il n'y a pas de frais de dossier, il y a uniquement une approche donc responsable, raisonnable, entre une agence publique de financement des collectivités et puis bien sûr les collectivités. J'aurais envie de vous poser une question à vous quatre. En vous écoutant, on entend pour chacune des structures que vous représentez la compétence, ce qu'il y a dans vos structures, l'intérêt pour les collectivités, la pertinence des démarches et des actions. Alors ensuite, il peut y avoir des débats et c'est bien normal. Quand on est un peu à l'extérieur, ce qui est mon cas, on peut se demander la chose suivante. Comment assurer que le capital de connaissances et d'expérience que chacune de vos structures recueilliez, comment assurer que ce capital d'expérience et de compétences soit mutualisé? C'est-à-dire, comment assurer le dialogue entre les différentes structures que vous représentez? Ce dialogue existe-t-il? Est-il suffisant? Est-il suffisamment structuré? Parce que ce qui fait un peu peur parfois lorsqu'on observe les politiques territoriales françaises, bien sûr, c'est la complexité des dispositifs. Soit, mais j'ai souvent l'habitude de dire, y compris à mes étudiants, il est difficile de diriger une société complexe avec des instruments simples. Mais c'est surtout l'idée que, à la complexité des dispositifs, on surimpose un autre handicap qui est l'absence de recollement de l'information, l'absence de lien, l'absence de dialogue, l'absence de réflexion collective sur ce que produit l'action de chacun. Alors, peut-être n'est-ce pas le cas, mais en gros, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est vous rencontrez-vous? Y a-t-il des concertations qui sont faites à l'échelle des 4 structures que vous représentez? Observez-vous les résultats des expériences menées par chacun? Ce n'est pas du tout une question au piège, encore une fois. C'est vraiment une question presque naïve, mais qui me paraît une question importante. Jacques Pélissard. Oui, avec la Caisse des dépôts et consignations, on pourrait avoir effectivement une concurrence, puisqu'on est prêteur. Mais la Caisse des dépôts, c'est une bonne chose, et une approche en termes de conseil, c'était très bien dit. J'en suis témoin sur la création des communes nouvelles, sur la fusion des intercos. Mairie Conseil fait un travail remarquable. Et s'agissant des prêts, la Caisse des dépôts flèche maintenant donc ses actions de prêt de telle et telle somme d'argent en fonction des actions qui vont être conduites. Nous, on n'a pas du tout d'approche fléchée. On n'a pas du tout d'approche donc ciblée sur tel ou tel type d'investissement. Une action généraliste. La Caisse des dépôts, elle, cible, de façon d'ailleurs souvent bonifiée, donc des actions en matière de transition énergétique, par exemple, et qui sont intéressantes sur prescription du gouvernement.
Donc on n'est pas du tout concurrents. Nous, on est des généralistes. La Caisse des dépôts est le bras armé de l'État pour permettre le financement d'actions ciblées sur telle et telle problématique. Quand on dit le bras armé, avant de passer à la Banque de France. Armé financièrement. Effectivement, les offres ont été pensées en complémentarité. La Caisse des dépôts est revenue sur le marché des collectivités locales après la crise qui a été évoquée par le président Pélissard. Tout à fait. Avec le règlement des emprunts structurés notamment. Donc évidemment que toutes ces structures se sont parlées, ont essayé de trouver des solutions pour les collectivités locales qui se retrouvaient face à des difficultés totalement imprévues. Et que tout ça a été pensé en complémentarité. Après, je conçois que ce soit un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et pour mémoire, nos prêts, ceux de la Caisse des dépôts, sont indexés sur le livret A. On n'est pas sur des ressources telles que le marché et les autres banques peuvent avoir aujourd'hui. D'où le fait que c'est intéressant d'emprunter à la Caisse des dépôts si on est sur des durées très longues, ce qui nous distingue des autres. Oui, là, côté Banque de France. Alors moi, je ferai une distinction entre les acteurs qui sont présents sur le territoire et ceux qui gèrent des activités ou des structures au niveau purement national. Dans mon parcours, j'ai été un moment directeur régional de la Banque de France. Et je peux vous dire qu'à l'échelon de la région que je dirigeais, j'étais en lien quasiment permanent avec les acteurs des territoires. Donc il y avait un directeur régional de la Caisse des dépôts, il y avait bien sûr un partenariat naturel avec la direction des finances publiques, parce que n'oublions pas quand même aussi que c'est l'État qui tient les comptes des collectivités, qui a une information de première qualité sur les flux qui alimentent les comptes des collectivités, et que nous parlions et que nous étions toujours à la disposition des élus, un président de département, un président de région, pour parler, regarder, rechercher des solutions. Vous avez évoqué qu'en matière de financement, aujourd'hui, les réseaux bancaires classiques interviennent aussi beaucoup dans le financement des projets des collectivités locales. Et les directeurs de groupes bancaires, vous savez qu'aujourd'hui, le sujet des banques, c'est de trouver des bons financements à accorder. Elles ont trop de prêts à accorder par rapport à la capacité d'absorption qu'a leur clientèle. Donc lorsqu'on est sur des organisations qui ont un ancrage territorial, le maillage, il s'assure. Alors il n'est pas forcément très formalisé, on n'a pas des comités de pilotage, des groupes de travail, mais on se voit, on se parle. Là où je peux comprendre que ce soit un petit peu plus compliqué, c'est quand les acteurs locaux sont en direct avec différents canaux positionnés au niveau national. N'est-ce pas aussi parfois un peu plus compliqué avec des acteurs locaux qui sont sous-potentialisés en matière d'ingénierie, en matière de capacité de diagnostic, en matière de conduite de projet? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui renverrait une sorte d'avantage comparatif des grandes structures pour accéder à l'information, pour accéder à l'interaction, au service d'un projet entre tous les partenaires? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, de ce point de vue-là, un effort à faire? Il est sans doute déjà fait, mais est-ce que... parce qu'on entend quand même souvent, y compris ici, dans cette journée, soit ce matin, soit la ministre elle-même le disant à sa manière, soit dans les couloirs au moment du déjeuner, que voilà, il n'est pas toujours facile de se faire entendre lorsque l'on est le représentant d'un petit pôle ou d'un petit pays, ou avec un projet qui peut apparaître comme sous-dimensionné par rapport aux standards du projet territorial moyen. Oui, je crois l'avoir déjà dit, mais c'est précisément parce qu'on a fait ce constat que l'ingénierie pouvait être un facteur discriminant dans le montage de projets et dans le fait de pouvoir investir territorialement, que l'on a rajouté à nos prestations cette brique ingénierie que nous n'avions pas et qui permet justement pour des territoires qui ont besoin d'un accompagnement d'être accompagnés dès l'amont, bien avant la décision de financer ou non le projet. Cela peut d'ailleurs être un enjeu de l'association qui nous accueille et de la conférence qui se tient aujourd'hui, que de donner de la notoriété et d'assurer de la transversalité et de partager l'information, parce qu'il y a beaucoup un sujet de partage d'informations. Oui, je crois même qu'il y a parfois sur des choses assez élémentaires, j'ai pu le voir en discutant là aussi après ma présentation de ce matin, il y a parfois des choses qui paraissent évidentes et qui ne le sont pas tant que ça, parce que parfois, j'allais dire même, avant le déficit d'ingénierie, il y a parfois une difficulté tout simplement à objectiver des situations.
Si je puis dire, l'ingénierie, ça commence quand on a déjà objectivé, voire problématisé un projet. J'ai l'impression qu'au-delà même de l'ingénierie, c'est quelque chose qui serait plus de l'ordre de une sorte d'accompagnement général, hein, une sorte j'allais presque dire oui, de mentorat, ou en tout cas d'accompagnement aussi, tout simplement parfois pour dire voilà le territoire tel qu'il apparaît et quels sont les besoins qu'on peut peut-être cerner. Des fois, le mot ingénierie me fait, non pas un peu peur, mais me paraît presque insuffisant pour dénoter ce dont ont besoin les collectivités. Oui, je vous en prie, Monsieur Fautrey. Je voudrais simplement... l'ASP n'intervient pas en termes de prêt, on est bien d'accord, on n'est pas dans les mêmes problématiques, mais on a eu l'occasion, nous, au cours des années qui viennent de s'écouler, de revoir aussi notre façon de travailler avec les territoires et les régions. À l'origine, notre organisation, qui est déjà déconcentrée avec des structures régionales, qui ont connu la réforme territoriale comme vous, parce qu'on a regroupé nos directions régionales, étaient les interlocuteurs exclusifs des régions. Et elles partageaient des problématiques qui appelaient des solutions. Et depuis 1 an, on a mis en place un dispositif où les acteurs, autorités de gestion région, direction régionale et siège communiquent en même temps. Parce que quand vous dites à juste titre objectiver la situation, c'est aussi apporter peut-être un regard, je dirais, un peu de plus loin, pour voir si la situation qu'on rencontre ici, elle se répète ailleurs ou est-ce qu'elle est tout à fait singulière. Et en fonction de la façon dont on arrive à mesurer les remontées de cette nature-là, ça peut permettre à un établissement national d'orienter des priorités aussi et de partager dans la gouvernance institutionnelle qui existe par ailleurs les priorités pour se mettre d'accord sur les processus. Je voulais simplement, en termes de témoignage, dire que tout n'est pas dans le local, c'est bien dans l'articulation entre le local, le régional et le national qu'on trouve parfois les meilleures solutions. Alors, nous pouvons commencer le jeu des questions. Des micros vont circuler. Alors, on va commencer, une fois n'est pas de coutume, par le fond. Parce qu'autrement, il y a un avantage positionnel scandaleux pour le premier rang. Il faut quand même récompenser ceux qui se mettent à l'arrière aussi. Merci. D'abord, je tiens à m'excuser, je n'étais pas là ce matin, donc je n'ai pas pu assister à tout ce que vous avez dit, qui me paraît très important. Je suis Jean-Louis Minéo, et consultant, formateur, coach entrepreneurial et de formation de base ingénieur informaticien. Moi, j'ai envie de dire que quand j'entends parler technique, étant donné que je me suis occupé, j'ai accompagné 400 porteurs de projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, financé par Nicolas Sarkozy. Quand je me suis occupé de porteurs de projets, je me suis rendu compte qu'en fait, l'intelligence territoriale, elle est due aux populations. Que les populations, en réalité, si on arrête de les dévaloriser, en fait, ils ont énormément d'intelligence, ne serait-ce que cette intelligence et cette capacité à s'adapter à leurs besoins et à trouver de nouvelles options. Et du coup, je me suis intéressé à comment est-ce que les territoires, je suis actuellement porteur d'un projet dans ce sens-là, comment est-ce que les territoires peuvent valoriser la richesse immatérielle du territoire, justement, de manière à ce qu'un territoire ne se trouve pas nu face à un autre territoire, qui plus est de taille différente. Mais surtout, souvent, ce qui fait la richesse d'un territoire, c'est les projets qui émergent d'un territoire. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de faire très très court, donc je suis obligé d'être percutant. Hein. S'il vous plaît. D'abord, merci pour avoir prononcé le mot de transversalité et de dialogue, parce que pour moi, c'est le plus important. Deuxièmement, l'informatique, elle apporte des outils, mais elle apporte aussi des exigences de la part des citoyens. Premièrement, les consommateurs ont tendance à devenir des consommateurs avertis. Deuxièmement, les passionnés dans les associations ont tendance à devenir des experts du domaine de leur passion.
Et les gens qui s'impliquent politiquement ont souvent tendance à avoir des exigences démocratiques qui augmentent. Donc, réaliser des projets sans tenir compte de cette montée en exigence démocratique, à mon avis, c'est presque une culture hors sol, quoi. Deuxièmement, j'aimerais savoir dans la salle s'il y a beaucoup de monde qui ont déjà entendu parler de la banque Vire. Alors peut-être... Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de la banque Vire? 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, vous savez, la banque Vire, ça veut dire nous en allemand. La banque Vire, c'est une banque qui existe au moins depuis près de 100 ans à peu près. Et depuis 70 ans, elle a mis en place une monnaie complémentaire. Et cette monnaie complémentaire fait que cette banque, elle peut fonctionner en bimonnaie, qui est reconnue par l'État suisse. Donc les gens payent effectivement leurs taxes et leurs impôts en francs suisses, mais il y a tout un réseau d'entreprises qui se sont développées qui ont capacité d'accepter double moyen de paiement. Et comment a été créée la richesse par rapport à cette banque ? Eh bien, en fait, elle a été créée sur ce que font toutes les banques en général, c'est-à-dire elles prennent les immobilisations des particuliers et elles multiplient par 2, quoi. Elles font un prêt à hauteur des immobilisations des particuliers. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant les crises économiques, la banque Vire avait un rôle de régulateur social, de régulateur économique par rapport aux difficultés. Pourquoi régulateur social ? Parce qu'elle permet aux gens qui ont des services à proposer, aux associations et aux TPE, PME, puisqu'il en a été question, de parler, de se rencontrer, de se rendre compte que les associations ne sont pas forcément contre les TPE et les PME, et que les TPE, PME peuvent rendre service, d'où les mécénats de compétences, dont on parle souvent. Il n'empêche que ce point-là me paraît majeur. En France, on a une difficulté à penser la banque autrement. C'est-à-dire qu'avant 1976, la Banque de France avait un rôle qui était bien sûr orienté par les politiques. Il n'empêche que la Banque de France, elle finançait des très grands projets, le Minitel, le TGV, d'autres grands projets. Après certaines directives de l'Europe, en fait, on s'est retrouvé sur un rôle de la Banque de France qui consiste, moi je vous prête du 1 pour 1 éventuellement, voire plus, mais au minimum c'est du 1 pour 1. Donc ce serait intéressant que la Banque de France ouvre une perspective avec ses compétences, ouvre une perspective de prêt, pas seulement pour les petits territoires, mais aussi pour les associations qui créent de la richesse. Je rappelle que la culture... Rappelez vite, s'il vous plaît. Oui, parce que... Je rappelle juste que la culture, pour 1 euro d'investi, rapporte 4 euros. Donc, ça fait partie importante. Et ensuite, la valorisation immatérielle des territoires. Ce qui serait intéressant, et là, moi, j'aimerais vous rencontrer là-dessus, ce serait de pouvoir faire le tour des associations d'un territoire. Donc il faut forcément un maire ou un responsable territorial qui permette de valoriser les actifs immatériels hors bilan des associations, de manière à ce qu'on se rende compte que le territoire est riche de culture. Voilà. Bon, après, j'ai d'autres choses à dire. Il faut qu'on puisse faire d'autres en tout cas, merci. D'autres jeux de questions. Un commentaire peut-être, la Banque de France, par rapport à cette question des financements différents, alternatifs Bien volontiers. Première chose, la Banque de France n'a jamais financé de grands projets, pas plus le TGV que des prêts au territoire. Jusqu'en 1973, la Banque de France accordait des